Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de Sur la glace, notre balado-diffusion qui parle de pas mal tout ce qui est hockey, à part peut-être le Canadien. Et c'est une bonne chose parce que de ce temps-là, il n'y a pas grand-chose à dire sur le Canadien, mis à part que les défaites s'accumulent. La bonne nouvelle, le Canadien est en congé. Mais nous, on parle du Rocket, on parle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on parle des meilleurs espoirs également. D'ailleurs, un petit peu plus tard, au cours de notre balado-diffusion, on va s'entretenir avec un excellent espoir de l'Organisation des Canadiens, le gardien tchèque Jakub Dobeš, à qui on a parlé à Columbus hier après-midi. Il s'aligne pour les Buckeyes de l'Université de l'Ohio State et connaît une très bonne saison. Alors, on a fait un brin de jazzette avec lui. On va s'entretenir également un petit peu plus tard avec Martin Lavallée, commissaire adjoint de la Ligue de hockey junior major du Québec, qui va nous parler de cette nouvelle qu'on a finalement eue, qu'on attendait vendredi, le retour en action de la Ligue de hockey junior major du Québec. C'est pour ce vendredi. On va reprendre les activités. Il y a 17 matchs au cours du week-end qui vont être disputés à huis clos. On va parler de tout ça avec le commissaire adjoint de la LHJMQ. Et on va s'entretenir également dans quelques instants avec l'attaquant Gabriel Bourque du Rocket de Laval. Le Rocket qui est allé faire un petit tour aux États-Unis en fin de semaine, un petit peu de soleil au Texas, alors que le Rocket est allé affronter les Stars, équipe école des Stars de Dallas. Le Rocket qui est revenu de ce week-end avec une fiche d'une victoire et une défaite pour ainsi compléter son mois de janvier. Un mois de janvier, somme toute, qui aurait été assez tranquille. 6 matchs seulement, 4 victoires et 2 défaites, de sorte que le Rocket a maintenant 30 matchs de jouer sur les 72 de sa saison régulière. C'est donc dire qu'en date d'aujourd'hui, le 31 janvier, il reste 42 matchs à jouer pour le Rocket. 14 en février, 14 en mars et 14 en avril. Alors, ça va venir vite. C'est des matchs presque aux 2 jours, là, 42 matchs au cours des 90 prochains jours, plus ou moins. Et ça va reprendre à compter de mercredi et vendredi, alors que la troupe de Jean-François Houle va se rendre dans l'État de New York pour affronter les Comets de Utica. Ça, c'est rien de moins que la meilleure équipe de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Et le voyage, la semaine, va se compléter samedi avec un arrêt à Belleville pour affronter les Sénateurs de Belleville. Après quoi, le Rocket va rentrer à domicile pour 3 matchs, une série de 3 matchs en 4 soirs contre le Crunch de Syracuse. Des matchs qui seront présentés soit sur le rds.ca ou sur nos ondes à la télévision. On va vous reparler de tout ça un petit peu plus tard. Donc, pour résumer la fin de semaine du Rocket, ça a été une défaite vendredi de 6-1 dans un match où pourtant le Rocket avait pris les devants 1-0 après 20 minutes de jeu sur le premier but avec le Rocket dans la Ligue américaine pour Torrey Dello, le défenseur. Mais ça s'est écroulé par la suite. On a accordé 6 buts là, au cours des deuxième et troisième périodes. Donc, peut-être le plus mauvais match du Rocket depuis un bon moment. Par contre, la troupe de Jean-François Hull a fait amende honorable samedi soir en l'emportant 3-2 face aux Stars. Premier départ et première victoire dans la Ligue américaine pour le gardien Louis-Philippe Guindon. Guindon qui est là, évidemment, en raison des rappels là, de McNiven et de Primo avec le Canadien. Donc, le tandem actuellement chez le Rocket de Laval est composé de Kevin Poulain, qui avait subi la défaite vendredi, et de Louis-Philippe Guindon. Reste à voir si au cours des prochains jours, là, comme le Canadien est en congé, est-ce qu'on va retourner Caden Primo ou Michael McNiven pour aller jouer quelques matchs avec le Rocket au cours de la semaine? On n'a pas, au moment d'enregistrer l'émission, en après-midi, là, le 31 janvier, cette information-là, mais ce sera peut-être à surveiller. Donc, le bilan de ces 6 matchs-là en janvier, 4 victoires, 2 défaites. C'est quand même positif. Le Rocket, qui n'a disputé que 2 matchs à domicile, a notamment gagné à Springfield et a gagné au Texas au cours de cette séquence. Et on est rendu à 30 matchs. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un bilan de mi-saison? Pas tout à fait. Ça va être 36 matchs, la mi-saison. Mais après 30 matchs, il reste que le Rocket se retrouve en 4e position de la section Nord, est en excellente position là, pour la situation dans laquelle l'équipe se trouve. Évidemment, l'équipe a joué beaucoup moins de matchs que certaines autres formations de la même division ou même que de la Ligue américaine. Il y a des équipes dans la Ligue américaine qui sont rendues à 41, 42 matchs de jouer. Le Rocket n'en a que 30. On va évidemment rattraper le temps perdu là, au cours des prochaines semaines. On a retourné à Laval Lucas Veidemo, l'attaquant qui a joué quelques matchs avec les Canadiens. On a également renvoyé à Laval, parce qu'il n'a pas été réclamé au ballottage, le défenseur Sami Nikou, qui, lui, lorsqu'il sautera sur la glace après la pause du match des étoiles de la Ligue nationale,
nationale, donc il ne se rapportera pas à l'équipe avant le retour à domicile là, pour le match contre Syracuse le 9 février. Il pourrait devenir le 40e joueur différent utilisé par le Rocket cette saison. Jusqu'ici, on a joué avec 39 joueurs différents. Imaginez, on n'est même pas à la mi-saison encore dans la Ligue américaine pour le Rocket. Ce matin, on a fait un brin de causette avec Gabriel Bourque. Vous connaissez l'histoire de Gabriel Bourque. Il a pris une année sabbatique du hockey l'an dernier, a décidé de rentrer dans ses terres dans le Bas-Saint-Laurent et cette année, a décidé de revenir au jeu. Il est là avec le Rocket depuis le début de la saison. 9 points en 30 matchs, c'est quand même respectable pour un gars qui revient au jeu. Peut-être que sa fiche de moins 17 le chatouille un petit peu plus, mais il reste que dans les derniers matchs, il a joué du meilleur hockey et retrouve graduellement ses repères. On a fait un brin de jasette avec lui ce matin. Gabriel, premièrement, si je te demandais de revenir sur le voyage que vous avez eu contre le Texas, je pense que c'était en 2 temps. Là. Vendredi, ce que j'ai vu, ça n'a pas très bien été, mais vous êtes repris samedi. Là. Ouais, le premier match vendredi, on a quand même bien commencé. La première, deuxième période, mais 2 punitions qui nous ont coûté cher, 2 buts, puis à partir de là, ça a moins bien été. Mais les gars sont pris samedi, on est venu fort, puis on a joué une vraiment bonne game. C'est vraiment une bonne game intense, quasiment une game de playoff. Ça fait du bien de gagner celle-là. En quoi ça a fait du bien aussi, peut-être au niveau moral, de sortir de l'hiver un peu? Tu sais, on le dit souvent, là, les matchs interconférences dans la Ligue américaine, il n'y en a pas beaucoup. Même si c'était juste 2, 3 jours, là, j'imagine que ça refait du bien un peu. Là. Oui, ça fait du bien de prendre un peu de soleil, un peu de chaleur, puis de sortir d'un peu de l'hiver, puis de notre environnement. Je pense que tout le monde est de bonne humeur d'aller là, puis tout le monde aujourd'hui sont de bonne humeur d'en revenir. 30 matchs de jouer, Gabriel. Vous êtes 3 joueurs dans le Rocket. Toi, Jean-Sébastien D, puis Toby Paquette-Bisson qui avait joué tous les matchs depuis le début de l'année. Si je te demandais de me faire un bilan un peu de ce que tu vis avec le Rocket pour toi, là, avec ce retour au jeu cette année versus l'an dernier. C'est sûr que je te dirais les 20 premiers matchs étaient un peu d'ajustement. Ça s'en vient de mieux en mieux. Mais mes 10 derniers, je pense que je joue vraiment du bon hockey. Ça fait du bien. Je me retrouve un peu que j'ai laissé 2 ans passés. Fait que ça fait du bien. C'est juste 30 matchs. On dirait que ça fait 70, mais on va continuer. Puis le prochain mois, les 2, 3 prochains mois vont être encore plus durs. Fait que c'est excitant. On est à la fin janvier cette année. Si tu compares où tu es fin janvier cette année versus où tu étais fin janvier l'an passé, es-tu plus heureux? Comment tu compares ça au niveau personnel? C'est rare qu'un joueur de hockey là, prend une année complète d'arrêt puis revient par après. Là. Si tu compares ta situation personnelle, familiale, puis tout ça. Non, je suis à une bonne place présentement. Je suis où que je voulais être. Je suis heureux. Une belle gang au hockey. Ma famille est bien installée ici. Je ne peux pas demander de mieux. Tu repenses encore que c'est une bonne chose pour toi, cette décision-là? Quoi? Oui, cette décision de cette année de revenir au jeu, puis la décision de l'année passée de prendre un temps off, c'était 2 bonnes décisions. Puis je suis content d'avoir pris cette décision-là. Rendu à 31 ans, est-ce que tu rêves encore de retourner dans la Ligue nationale ou tu te dis, regarde, je vais être un joueur de la Ligue américaine, je vais être heureux puis je vais en profiter? Oui, c'est sûr que tous les joueurs de hockey, on veut performer au maximum de notre performance, mais présentement, je ne me casse pas la tête avec ça. Je veux juste bien jouer, m'amuser puis montrer aux jeunes mon expérience. Avec tous les mouvements de personnel qu'il y a depuis le début, là, on le sait, dans la Ligue américaine, c'est comme ça, mais cette année, encore plus, peut-être avec le Canadien, là, qui a toutes sortes de problèmes avec les blessures, la COVID. Arrivez-vous quand même à maintenir un bon esprit de groupe et tout ça? Parce qu'à certains moments, on a l'impression que c'est quasiment comme des portes de centre d'achat. Il y en a 2, 3 qui rentrent, il y en a 2, 3 qui sortent, puis ça roule continuellement. Là. Oui, il y a eu beaucoup de mouvements, surtout après les fêtes. Je pense que les 3 premiers matchs après les fêtes, c'était vraiment. On devait être 6, 7 gars du début de l'année, mais tout le monde s'est tenu ensemble, puis on a gagné quand même 2 games sur 3. Les gars qui viennent ici sont des gars qu'on connaît, on les voit souvent avec tous les call-ups depuis le début de l'année. Fait que les gars, ils s'acclament bien à la situation, puis ils travaillent fort. 42 matchs à jouer dans les 90 prochains jours. C'est quoi comme défi? Qu'est-ce que ça représente? Là? Je pense que ça va faire du bien. Il me semble que le dernier mois et demi, on n'a pas joué beaucoup. Fait que les gars sont excités de jouer. Puis juste prendre soin de notre corps, puis d'aller match en match, puis pas voir la grosse photo. Tu vois-tu, moi, je parle un petit peu de ça dans mes chroniques, puis tout ça. Tu vois-tu la possibilité peut-être pour le Canadien de prendre une décision à ce moment, puis de renvoyer des joueurs en bas pour essayer de, je le dis à la québécoise, un peu le pacter Laval, puis essayer de faire un bon bout de chemin? Tu penses que c'est quelque chose qui pourrait aider et qui pourrait être possible?
Ouais, c'est sûr que la décision vient d'en haut, mais pour nous autres, ce serait le fun. Mais présentement, on a vraiment une bonne équipe. Veggie est redescendu, ça va nous aider encore plus. Fait que présentement, on a vraiment un bon line-up. Parle-moi de cette semaine, là, vous avez 3 matchs à l'étranger, dont 2 contre la meilleure équipe de la Ligue. Vous avez réussi à les battre la dernière fois au Centre Bell, mais Utica, c'est un bon défi pour vous cette semaine? Oui, c'est un bon défi. On va voir où on se situe présentement. Puis je pense que c'est un bon voyage pour nous autres pour se prouver. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans le fait de ne pas jouer devant du monde en ce moment? C'est-tu quelque chose qu'on parle beaucoup quand vous êtes allé au Texas en fin de semaine, il y avait des spectateurs, vous allez à la Utica, il y en a aussi, puis vous, sens-tu que c'est un désavantage? Je pense qu'on a quand même bien performé les matchs en fans. C'est sûr qu'on s'ennuie nos fans. On a tellement une belle foule ici que c'est plus facile de jouer devant le monde, mais on comprend la situation. Puis quand ils vont revenir, on va être content. Quand tu disais tantôt, je prends mon rôle de vétéran, puis j'aide les jeunes, puis tout ça, tu un exemple de gars, des fois, le genre de questions qu'on va te poser ou qu'est-ce que tu peux amener à ces jeunes-là? Là? Je ne sais pas s'il y en a un que tu as pris peut-être un petit peu plus sous ton aile ou quelque chose. Ah, non, pas nécessairement, mais je vois les gars la confiance baisse, ils sont plus. Ils n'ont pas le temps de glace qu'ils veulent. Là. Je vais essayer de leur parler dans leur coin tranquillement, puis d'essayer de leur dire que ça fait partie du processus de rester focus sur le gros point au bout de la ligne, pas concentré aujourd'hui où j'en suis. Là. Côté stats personnel, es-tu satisfait ou tu pensais que ça irait mieux que ça? Ou... Ouais, c'est sûr, je pense que ça allait mieux que ça, mais comme j'ai dit, les 10 derniers matchs ont quand même bien été. Je suis content de où que je m'en vais. C'est sûr que j'aimerais ça pour aider l'équipe un peu plus, mais j'aide l'équipe dans un autre moyen. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Très apprécié. Bonne semaine, on se revoit bientôt. Yes, merci beaucoup. Voilà donc Gabriel Bourque, le joueur le plus âgé chez le Rocket de Laval avec ses 31 ans. Plus de 400 matchs joués dans la Ligue nationale, tout près de 200 également dans la Ligue américaine. Donc, une carrière quand même de plus de 600 matchs professionnels. Il poursuit son bonhomme de chemin avec le Rocket de Laval. Petite correction, je disais tantôt, on a utilisé 39 joueurs depuis le début de la saison. C'est pas vrai, on en a utilisé 38. Josh Brook, qui est sur le bord de revenir au jeu, pourrait devenir le 39e et ça mini-coup le 40e si jamais là, il s'aligne avec le Rocket au retour de la pause des étoiles de la Ligue nationale. Peut-être vous mentionnez que Connor Ingram, le gardien de but des Admirals de Milwaukee, a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Cet ancien de l'organisation du Lightning a connu toute une semaine. 3 victoires, aucune défaite. En 3 matchs, il n'a permis qu'un seul but, donc une moyenne de 0,33. Il a repoussé 92 des 93 rondelles dirigées vers lui, un taux d'efficacité de 989 pour Connor Ingram. Donc, il n'a pas volé sa sélection au titre de joueur de la semaine. Donc, je vous rappelle, la semaine du Rocket, mercredi et vendredi à Utica et samedi à Belleville, avant le retour à la Place Belle la semaine prochaine, le mercredi 9 février. On va maintenant parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a annoncé vendredi finalement son retour au jeu. Et ça, c'était une nouvelle qui était attendue là, par les partisans des 18 marchés de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il n'y a pas eu de match régulier joué depuis le samedi 18 décembre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, on parle d'une pause, là, somme toute, de 7 semaines. Ça aurait fait 7 semaines samedi. On le sait, la LHJMQ avait dit on ne veut pas revenir tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas 50 des partisans dans les estrades. Il en va d'une question de rentabilité. En ce moment, les équipes du Nouveau-Brunswick peuvent amener 50 des spectateurs dans les estrades, mais en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard et au Québec, pour l'instant, c'est à huis clos. Il n'y aura pas de spectateurs dans les estrades en fin de semaine. On a annoncé hier, dimanche, le calendrier du premier week-end d'activité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on devra tout reformer certains matchs du calendrier, des équipes là, qui devaient voyager au Québec, des équipes des Maritimes qui devaient venir au Québec un petit peu plus tôt. On va venir en fin de semaine à la place. C'est le cas notamment d'Halifax et de Charlottetown. Comme on ne peut pas jouer là-bas, on les amène sur la route en fin de semaine. Alors, pour les 2-3 premières semaines du retour au jeu, le calendrier qu'on connaissait ne sera pas nécessairement respecté. Par la suite, on devrait respecter un petit peu plus ça. On va en parler dans quelques instants avec le commissaire adjoint Martin Lavallée. Mais avant de vous présenter cette entrevue que j'ai réalisée un petit peu plus tôt, là, avant le début de l'émission,
Peut-être mentionner là, que pour le retour au jeu vendredi soir, il y a 5 matchs au programme. L'Armada est à Saint-John. Les Remparts de Québec sont à Drummondville, Shawinigan à Rouyn-Noranda, Sherbrooke à Val-d'Or et Gatineau à Victoriaville. Ça, ce sont les 5 premiers matchs qui seront présentés vendredi soir. Donc, finalement, on va voir à l'œuvre les joueurs qui ont été acquis dans la période des transactions par ces formations-là, qui ont évidemment très hâte de sauter sur la patinoire et de pouvoir poursuivre cette saison. Comme on l'a dit, on veut jouer les 612 matchs, on veut jouer 68 matchs par équipe, on y tient mordicus. Et il en a évidemment été beaucoup question avec Martin Lavallée. Donc, voici cette entrevue qu'on a réalisée un petit peu plus tôt. Martin, on a eu l'excellente nouvelle vendredi dernier du retour de la Ligue de hockey junior major du Québec. Ça va se faire ce vendredi. Premièrement, la première question, qu'est-ce qui a fait finalement qu'on a changé d'idée et qu'on est prêt à reprendre au moins pour quelques matchs à huis clos, ce qu'on ne voulait pas faire au départ? Oui. La semaine dernière, ça a été une semaine assez chargée, Stéphane, où on a rencontré l'ensemble des directions de santé publique des 4 provinces. Les 4 provinces nous ont confirmé qu'ils voyaient qu'on avait vraiment atteint le pic au niveau de la pandémie avec le variant Omicron et que là, ça s'en allait sur une pente descendante. Fait qu'à partir de ce moment-là, nous, on a regardé toutes les différentes possibilités. Le fait aussi qu'au Nouveau-Brunswick, on soit capable de disputer des parties devant des spectateurs à 50 % a été, disons, le dernier coup qui nous a permis d'avancer. Et la perspective, sans aucune promesse de la part des santé publiques, d'arriver avec 50 % dans l'immédiat, mais quand même avec une perspective qui était plus que positive. Fait que je dirais que c'est les signaux qui nous ont permis d'aller de l'avant. Donc, en principe, il y a 17 matchs qui ont été reprogrammés pour le week-end qui vient. Ils sont juste à huis clos, sauf au Nouveau-Brunswick où il y a des spectateurs. C'est ça. Mais à partir de l'autre semaine, pour les 12 marchés au Québec, on devrait avoir le droit au moins à 500 spectateurs. De ce que tu sais, est-ce que les équipes veulent quand même fonctionner à 500 au départ? Oui, là, les équipes, on est supposé de leur reparler aujourd'hui pour voir individuellement qu'est-ce qu'ils vont décider de faire. C'est sûr que ça va leur appartenir. C'est une décision qui revient à chacune des organisations, mais il y a une volonté là, quand même d'accueillir le nombre de 500 spectateurs. On est conscient que ce n'est pas simple. On est conscient que c'est un casse-tête assez grand pour les organisations, mais en même temps, c'est quelque chose que les équipes, je ne pense pas qu'elles veulent se priver. OK. Donc là, on est évidemment dans l'étape de refaire le calendrier. Est-ce qu'on refait un calendrier au complet où on prend vraiment les matchs qui restaient puis on les reprogramme? Ce que je veux dire, dans le fond, ma question, Martin, c'est est-ce qu'on respecte l'essence du calendrier au départ où tout le monde va jouer le même nombre de matchs qu'on devait jouer là? Oui, on va respecter l'essentiel du calendrier. Là, on a fait un premier jet en fin de semaine de faire les parties du prochain week-end. D'ici, je vous dirais à demain, on va être capable de sortir le calendrier pour la semaine du 7 février jusqu'au 13. Et ensuite de ça, on va travailler sur le calendrier déjà existant qui mène jusqu'au 2 avril. Avec ce calendrier-là, ce qu'on va être capable de faire, c'est de voir est-ce qu'il y a des ajouts qui peuvent être faits à même le calendrier ou des légères modifications qui permettraient justement d'ajouter des matchs. Je te donne un exemple, Stéphane. Halifax, qui va être au Québec en fin de semaine, c'est un voyage qu'il devait faire à la fin février. Donc, on a pris ce voyage-là, on l'a ramené tout de suite au Québec. Fait que ça crée des occasions comme ça de ramener des parties qui avaient soit été repoussées dans le temps, ou bien qu'on va remanier le calendrier. Pour la portion du mois d'avril, ça va venir un peu plus tard, parce que là, il va y avoir à ce moment-là tous les voyages à prévoir qui avaient été remis. Donc, on peut s'attendre, grosso modo, que les matchs qu'on va ajouter au mois d'avril, c'est essentiellement les matchs qui ont été remis depuis le 27 décembre. Là. Exact. C'est ce qui va se passer. On devrait en avoir à peu près entre 12 et 13 à revoir à ce moment-là, puis les autres matchs vont être redistribués au mois de février et mars. OK. Là, tu as parlé d'Halifax. On a devancé un voyage. C'est parce qu'on n'a pas le droit de jouer présentement en Nouvelle-Écosse puis à l'île du Prince-Édouard. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Du côté de l'île du Prince-Édouard, il y a une autorisation de jouer à compter de vendredi avec 50 spectateurs seulement. Donc, comme il y avait déjà un voyage qui avait été remis pour eux, on a préféré les amener au Québec tout de suite et leur permettre de jouer les 3 matchs qui étaient déjà à reprendre.
Là, j'ai vu sur le calendrier, exemple, Halifax et Charlottetown, non seulement 2 matchs, ils vont jouer aussi en début de semaine, lundi et mardi prochain, probablement pour compléter ce voyage-là. Exact. Il va y avoir des matchs qui vont être ajoutés mardi le 8. OK, bon, c'est ça. Ça explique le tout. J'ai vu qu'il n'y avait rien pour l'instant pour le Cap-Breton, mais eux, ils avaient leur gros voyage au Québec qui s'en venait. C'est pour ça qu'on a laissé ça comme ça, quoi. C'est ça, exact. Comme il y avait un voyage de 6 matchs qui s'en venait au Québec et que nous avions déjà Charlottetown et Halifax qui étaient ici et des matchs déjà prévus dans le calendrier avec les 3 équipes du Nouveau-Brunswick. Donc, on a convenu avec l'organisation d'attendre ce voyage-là pour leur permettre de reprendre le calendrier. Et il ne faut pas oublier que c'était une des organisations qui avait le plus de matchs de jouer jusqu'à présent. Donc, on avait une certaine latitude à cet égard-là. Bon, là, le plan qu'on a présenté vendredi dans le communiqué de la Ligue, c'était de terminer la saison au plus tard le 1er mai. Donc, on va jouer les 612 matchs, 68 par équipe, jusqu'au 1er mai. Ça, vous y tenez mordicus, là, c'est ça? On y tient mordicus. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal. On n'est pas non plus à l'abri d'une éclosion quelconque ou encore des intempéries de Dame Nature. Donc, mais je vous dirais qu'essentiellement, là, avec les calculs qu'on a faits, c'est bel et bien possible qu'on soit en mesure de disputer des 60 parties au 1er mai. OK. Là, on débute les séries le 5 mai au lieu du 7 avril. On a un mois de retard à reprendre en supposant qu'on repousse la Coupe Memorial de 2 semaines, comme je présume que ça va arriver selon votre communiqué. Il reste à 2 semaines à couper en séries éliminatoires. On fait quoi? On va jouer des 3 de 5? Ou... La formule finale n'a pas été encore arrêtée. On est conscient qu'il va falloir revoir cette formule-là compte tenu de la perte de temps qu'on va avoir là, avec les modifications qui ont été faites. Mais cette décision-là va être prise ultimement lors de la prochaine réunion des propriétaires fin février. Parce que là, la Ligue de l'Ouest et la Ligue de l'Ontario, qui ont pas mal continué à jouer, deviennent un peu, je vais mettre le mot entre guillemets, pénalisés par cette décision-là, ou je ne sais pas, parce qu'on va repousser la Coupe Memorial de 2 semaines. Eux, ils avaient prévu avoir un champion connu pour le début juin. Là, il va y avoir un 2 semaines de ballottement un peu pour eux aussi en ce moment, si j'ai bien compris. Oui, mais la décision de repousser la Coupe Memorial un peu plus tard en juin, elle se prend de connivence avec chacun des commissaires des 3 ligues et le président de la Ligue canadienne, Dan McKenzie. À partir de ce moment-là, les ligues sont au fait. Si je ne me trompe pas non plus, Stéphane, les 2 ligues ont des matchs également, eux aussi, à reprendre. Donc, je pense que ça va leur donner une meilleure latitude pour reprendre ces matchs-là et s'assurer de leur côté, probablement, de disputer des séries éliminatoires complètes. Quand on parle d'ajuster un calendrier, puis je sais pour avoir déjà vu un reportage au niveau de la Ligue nationale, c'est pas quelque chose qu'on fait par informatique. On peut pas. C'est vraiment du travail manuel. Je sais que Raymond Bolduc est encore impliqué là-dedans, Denis Demers, statisticien, j'imagine que tu es là-dedans toi aussi. C'est un méchant casse-tête là, parce que c'est bien beau de dire on va placer des matchs, mais il faut que les amphithéâtres soient disponibles. Il y a des places où on joue, là, que c'est des gros amphithéâtres, que ce soit à Québec, que ce soit dans les Maritimes. C'est pas toujours évident. Si tu nous parlais un peu de cette mécanique-là, là. Non, c'est toute une mécanique que Raymond Bolduc et Denis ont à travailler. Effectivement, je pense que tu cibles des bons points, Stéphane, de dire la disponibilité des amphithéâtres. Ça, c'est un élément fondamental. Actuellement, ce n'est pas une problématique, mais puisqu'il y a une tendance à pouvoir reprendre les activités, quand on cible des amphithéâtres de plus grande envergure, là, que ce soit à Halifax ou au Centre Vidéotron, bien, il y a beaucoup de spectacles également là, qui ont été annulés ou des événements. Donc, tout le monde court après les dates. C'est des enjeux qui ne sont pas simples. Et il y a des réalités aussi. Quand on prend l'Abitibi, généralement, les équipes qui vont en Abitibi, ils vont pour à la fois jouer contre Rouen et Val-d'Or. Donc, il faut s'assurer que les amphithéâtres sont disponibles en même temps pour, évidemment, réduire les coûts, les dépenses reliées au voyage en Abitibi. C'est des exemples que je te cite, là, mais c'est pas simple. Là. Puis d'avoir à reprendre les quelques voyages qui ont été annulés en avril, bien évidemment, si on veut envoyer des équipes du Québec dans les Maritimes pour reprendre ces voyages-là, il faut s'assurer que les équipes des Maritimes sont capables de les recevoir et qu'ils ne sont pas au Québec pour reprendre les voyages qu'eux aussi ont à reprendre. Il y a une belle gymnastique à faire, mais je pense que le plan de Raymond est très bon, puis on va arriver à un résultat d'ici, j'ose dire, d'ici la fin février avec le calendrier vraiment final là, jusqu'au mois de mai. Jusqu'à quel point, Martin,
la crainte de voir peut-être des joueurs partir aussi. Tu sais, on a entendu ça un petit peu la semaine dernière, dans les 2 dernières semaines, parce que contrairement à l'an passé, là, c'était nous qui ne jouions pas et les autres ligues jouaient. Jusqu'à quel point ça a pesé un peu dans la décision, peut-être de reprendre, peut-être un petit peu plus rapidement qu'on aurait souhaité au départ? Hein? Très honnêtement, Stéphane, je te dirais très peu. OK? On parle d'individus qui ont manifesté une certaine réticence par rapport au retard qui se prenait actuellement, mais en même temps, l'ensemble des joueurs ont continué de nous faire confiance sur le retour. Ils ont vu les efforts qui ont été faits l'an passé. Par l'entremise des équipes, ils étaient également au fait des démarches que nous, on travaillait à la Ligue avec les différentes santé publiques. Fait qu'il n'y a pas eu vraiment de pression forte. Je te dirais, Stéphane, que la volonté des propriétaires, c'était de dire hey, il faut ramener nos joueurs au jeu. On le sait qu'on va recommencer. On le sait qu'on va avoir des spectateurs éventuellement. On a une volonté de faire 68 matchs. Donc, allons-y, puis on reprend tout de suite parce que c'est certain que dans certaines équipes, le fait de ne pouvoir que pratiquer actuellement commençait à peser, mais en même temps, tout le monde est conscient du privilège qu'ils avaient de pouvoir s'entraîner contrairement à d'autres hockeyeurs. Martin Lavallée, commissaire adjoint de la LHMQ, merci beaucoup d'avoir éclairé à nouveau ce dossier-là. Je ne sais pas si on va se reparler pour refondre le calendrier encore, là, mais on espère que ça va aller comme ça devrait aller. Là, puis on va juste finir un petit peu plus tard. On va repousser les assises, le repêchage un petit peu plus tard aussi. On n'a pas le choix, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir, Stéphane. En marge de cet entretien avec Martin Lavallée aussi, peut-être mentionner là, que le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne qui devait avoir lieu là, il y a quelques jours, en fait, qui devait avoir lieu, sera repoussé en mars, fort probablement à Kitchener. La date n'est pas encore arrêtée, mais la Ligue canadienne compte présenter cette classique annuelle qui n'a pas été présentée, rappelons-le, l'an dernier. Donc, à partir en fin de semaine, pas de spectateurs, mais un retour au jeu. Et, comme le mentionnait Martin, c'est important, dans chacun des marchés à compter du 7 février, on aura le droit, si on veut, au Québec, d'accueillir 500 spectateurs. Restera à voir si les formations, si chacune des organisations voudra ouvrir l'amphithéâtre pour 500 spectateurs. Peut-être que de certains endroits, on va se dire que c'est plus compliqué et c'est plus onéreux. Tu sais, je pense à un édifice comme le Centre Vidéotron à Québec. Vous voyez que le Canadien peut ouvrir pour 500 personnes à partir du 7 février. On ne le fera pas. Est-ce que Québec va le faire? Je ne sais pas. Dans des endroits plus petits, dans des amphithéâtres plus petits, les 500 spectateurs sont sûrement importants au niveau des revenus aussi. On veut tenter d'honorer les billets, comme on l'a dit depuis le début. C'est un dossier là, qui est extrêmement important pour les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Peut-être un petit retour. Vendredi soir, on vous a présenté pour la première fois à RDS cette saison un match de la Ligue junior de l'Ouest. On a eu l'occasion de voir à l'œuvre Connor Bedard des Pats de Regina qui se sont fait surprendre par les Wheat Kings de Brandon au compte de 6-4. On a pu encore admirer le talent de ce jeune Connor Bedard qui sera probablement le premier choix de la séance de sélection de la Ligue nationale en 2023. Bedard qui a récolté 2 passes dans ce match, qui a eu plusieurs jeux assez spectaculaires. Mais le hockey étant un sport d'équipe, il ne peut tout faire seul. Alors, Bedard et les Pats se sont inclinés. Mais je pense que c'est un joueur que l'an prochain va faire beaucoup de dommages dans la Ligue junior de l'Ouest. Et il sera admissible, évidemment, pour revenir avec l'équipe Canada junior pour le tournoi de 2023. Et le cas échéant pour le tournoi estival, si jamais on décide de reprendre le championnat du monde de hockey junior qui a été annulé là, à Edmonton le mois dernier. Petit mot rapide sur les Lions de Trois-Rivières de la ECHL qui ont repris eux aussi le collier. 2 victoires et 1 défaite en fin de semaine contre Adirondack et le Maine. Et les Lions vont retrouver leurs partisans à Trois-Rivières pour la première fois depuis le 18 décembre. Eux aussi vont jouer 3 matchs cette semaine, mercredi, jeudi et samedi.
Ça va se passer donc du côté de Trois-Rivières, du Colisée Vidéotron. Les Lions qui vont accueillir les Mariners du Maine pour 3 matchs à huis clos aussi. Mais Trois-Rivières qui reprend, on n'a pas le choix. On a pris du retard eux aussi. Je regardais le calendrier des Lions, là, une dizaine de matchs qui ont été reportés. Alors, il faudra reprendre le temps perdu. Et je regardais au fil des prochaines semaines plusieurs séquences de 3 matchs en 3 jours, 5 matchs en 6 jours. Ce ne sera pas évident. Mais en même temps, c'est le tabac. On connaît ça dans la ECHL, des calendriers qui sont souvent éreintants. Mon troisième invité aujourd'hui, je suis bien content de vous présenter cette entrevue qui a été réalisée hier en anglais avec le gardien tchèque Jakub Dobeš. En fait, il faut prononcer Jakub Dobeš. C'est un Tchèque que le Canadien a réclamé lors de la séance de sélection de 2020. Donc, ça fait quoi? 1 an et demi qu'il fait partie de l'organisation des Canadiens. Et honnêtement, il connaît de très bons moments comme recrue avec les Buckeyes de Ohio State depuis le début de la saison. 17 victoires, 6 défaites, 2 défaites en bris d'égalité. Et même s'il est une recrue, c'est lui qui est l'homme de confiance de la formation des Buckeyes, qui est une des bonnes équipes universitaires cette année dans la NCAA. Son taux d'efficacité, 934. On lui a parlé dimanche après-midi au lendemain d'une performance de 51 arrêts, un blanchissage contre Penn State qu'il a réussi samedi. Il avait bloqué aussi 46 rondelles dans le match précédent contre Penn State également. Donc, il revenait de 2 performances solides. Il mesure 6 pieds 4 pouces, pèse tout près de 200 livres. Il est originaire d'Ostrava en République tchèque. Ça, c'est l'endroit où on a présenté le championnat du monde de hockey junior de 2020 et celui de 94 aussi. C'est une bonne ville de hockey, Ostrava, en République tchèque. Il a passé les 2 dernières saisons avant cette année avec les Lancers d'Omaha dans la USHL. En fait, ça fait déjà quand même 5 ans qu'il est établi aux États-Unis. Alors, je vous propose cet entretien. On va évidemment se garder un petit peu de temps pour la traduction en français à la toute fin. Donc, Jakub Dobeš de l'Organisation du Canadien. Well, first of all, Jakub, thank you very much for being with us today. Tell us first about your season so far. You're playing with the Ohio State Buckeyes. It seems to go very well when we look at your stats so far. You must be pleased with the season you have. Yeah, I mean, it's fun. We have a good season. I kind of look at it as a team picture. We are, we can take the first place in the Big Ten and, win the regular season. So that's our main focus. And, and all the stats and, my personal, my personal stuff is kind of the second one. I don't really focus. I focus on it, but I wanna win it, and my main goal is the team. When came the plan for you to play NCAA hockey? You played 2 seasons in the USHL, but when you were a youngster in Czech Republic, was it like a dream for you to come and play in the NCAA? Or? Well, I always wanted to come, to play in the United States or Canada, because that's where the best hockey is. And once I had an opportunity to go play the AAA program in St. Louis, I had a chance to go do it. So, and I tried it, and I kind of stayed here, and I'm enjoying it. It was kind of I didn't expect it, but I got an opportunity, and I'm here. And kind of. When we go back to the NHL draft, you were drafted in the 5th round by the Montreal Canadiens. Was it something you expected? Did it came as a surprise a little bit, or it was you had a lot of talk with them before? I did talk to them. I think I had a good interview with them, and everything went well. I mean, I think it was like 50-50 for me. My first half of the season was really good. My second half was just okay. So, it was 50-50. I kind of expected, but I also knew that, there is a chance no one is going to pick me. So, I don't know. I just kind of, I didn't even watch the draft. I was just hanging out with my friends, playing video games. And, Montreal selected me, and, I was happy. And, I think it was meant to be, and I'm really happy to be part of it. What do you know from Montreal? Who do I know?
What do you know from the Montreal city, or what did you heard about the organization? I mean, obviously, the organization is unbelievable. The franchise is, one of the best, not the best. And I never been there because of COVID. I know a couple of guys. I play against a couple of guys, but I haven't really met the real Montreal, because all the situation was going on in the world. Just stuck not stuck in the United States, but I never had a chance to kind of experience it. But I hope, this summer I will finally come to Montreal and kind of see what is it all about. How do you see next couple of seasons for you? Do you plan to play a full career in the NCAA, or just 1 or 2 or 3 seasons? What is your plan? I don't know. We'll see. I mean, I know I trust the process. I know that if Montreal has any plan for me, that I will accept whatever they have for me, because I trust them, and I don't really pay attention to it. I need to finish the season, and I go day by day, and I kind of live in the present. I don't look too much ahead of me. So at this point, I don't really think about what's going to happen tomorrow. I'm just focused today, and we'll see what happens. But if at the end of the season they offer you a contract to turn pro, it's something, of course, you would be pleased with, or? I mean, obviously, that's the goal. I wanted to be pro and play pro hockey. That's my main goal since I started hockey. So, if that comes, to the debate that I can sign, I will definitely think about it. But, how I said, it's still far away. We are not even in the playoffs yet, so we'll see what happens. But I'm definitely open to it, and we'll see what happens. The fans in Montreal and in the province of Quebec, they don't really have the chance to see the Ohio State Buckeyes plays a lot. So maybe if you can talk about your style a little bit, what kind of goalie you are. Of course, you're a big guy, 6'5", so it's like the new generation of goalie. But what is your style? What is your model as a goalie? Well, definitely, I'm 6'4", so I'm kind of, the trend is big goalies now. Yeah, I think I'm athletic. I just kind of, I don't really like to describe myself. I never really thought about it, because definitely athleticism, playing the puck, and just being able to stop a shot. That's kind of my mentality, to not let any goals in. The main focus, what I think about every day, is to get better technically and just make it easier for me, so I don't need to use my athleticism every single time. And I think I'm getting better at that every single day. So the Montreal scouts or staff are talking to you a lot. Are they going to see you play a lot? Are you in contact with someone from the organization? Vincent Riendo, maybe, or? Whoops. Yeah, I am. The one guy who I think it's the closest to me is Mr. Ramich, who is he lives in St. Louis. I spend a lot of time in St. Louis, so I think he is the main guy I talk to a lot. But that's pretty much it. I don't I know they are busy and they have their own stuff, and I'm busy and try to do my stuff. So. Hopefully I will talk to them more this summer, when I will be able to go to a camp and, be in Montreal and spend some time there. You had a chance to talk with someone from Czech Republic that played in Montreal and give you some advice for your career, and tell you about the market here in Montreal? I don't really have that many, I wouldn't say connections, or I don't really talk to a lot of people back home anymore. I'm kind of focusing to be in the United States, and this is my 5th year here, so I kind of transferred to the American style and kind of live my life here. So the people I really talk to will be my family back home who still lives there. But probably the one guy who taught me a lot about Montreal was David Wilkie, who is a former draft pick there, and he was my coach last year. So he definitely told me some stories and what is it all about. So I will say that David Wilkie was
the one who gave me the most and kind of, taught me what is Montreal all about. You had a game Saturday, 51 saves. Was it your biggest game you played so far since you're in the United States, or? Could be, could not. It was definitely a good game, but there was a lot what happened. There's a lot of we lost Friday to those guys in shootouts, and I wasn't. My stats said that I was playing a good game, but I wasn't truly happy with myself because I don't really lose in shootouts, or I don't really lose this situation in the last moment. So I was definitely not happy with myself and everything what happened. Those fans chirping me and sending me messages on my Instagram and people celebrating right in front of me kind of gave me I kind of took it personally the next day, and and we needed that win so we can still have a chance to win it. So it was just like my mentality was just I'm going to do everything to make these guys feel it what I felt yesterday, and it happened. So I was really pleased and happy, and this is just kind of my mentality that if the other team had a chance, I wouldn't really make it personal to me or make me mad, because I think that's when I play. You have a lot of character. Yeah, I do. That's when when it means to me a lot, and when something is online and you kind of get disrespectful, it's not good for other people, I feel like, because it just something is in me that just make me play better, and I don't even think, I just do it. I will describe it as that. All right, last question. Do you have the chance to watch a couple of Montreal games? I know it's not going very well this season, but last summer they were in the Stanley Cup Finals. So did you have a chance to follow a couple of games, or maybe even the Laval Rocket game, the American Hockey League team, or? Never watched the American Laval, never watched them before. I don't really watch that many NHL games, to be honest, but I do check the scores. Sometimes I kind of check how are they doing. I know this season they're kind of rebuilding, going through injuries and stuff. But last year was a definitely great run. Carey Price played unbelievable, and Cole Caulfield was a big surprise. So yeah, last year was fun to watch them, and this year, I get it. Not every year is perfect, and I hope they get better, and be next year or next couple of years, they will have a run to win it again. Maybe you'll be there. We'll see. Yeah, we'll see what happens. Thank you very much, Jakub, took the time to chat with us. It was really appreciated. Okay, thank you very much. Have a good day. Jakub Dobeš, donc deuxième gardien en 2 semaines qu'on vous présente à Sur la glace. La semaine dernière, souvenez-vous, on vous avait présenté également le gardien danois Fredrik Dekar, qui lui s'en va aux Jeux olympiques avec le Danemark. Dekar qui joue en Suède. Dans le cas de Dobeš, pour résumer évidemment l'entrevue, là, on ne résumera pas mot à mot, mais les grandes lignes, il dit que oui, il a des bonnes statistiques depuis le début de la saison, mais il regarde toujours plus le portrait d'équipe, s'en fait pas trop avec ses statistiques personnelles, même si ses chiffres sont bons. Son équipe, les Buckeyes, se bat pour le premier rang du classement de la section Big Ten de la NCAA. Aimerait évidemment pouvoir terminer au premier rang. Il est installé aux États-Unis. C'est un rêve pour lui de jouer au Canada ou aux États-Unis. Ça fait 5 ans qu'il est installé aux États-Unis. Il est passé par Saint-Louis, a joué 2 saisons, comme je le disais, avec les Lancers d'Omaha. Je suis revenu sur la séance de sélection. Il disait, quand la séance de sélection de l'Initiale est arrivée, je me disais, c'est 50-50. J'ai une chance d'être repêché. Peut-être je vais l'être, peut-être je ne le serai pas. Il dit, pour être honnête, je n'ai même pas regardé la séance de sélection. Je jouais aux jeux vidéo avec mes amis. Je ne m'en faisais pas trop avec ça. D'ailleurs, c'est honnêtement un jeune qui m'est apparu très détendu, pas sans faire trop avec la vie, comme on dit.
Il a entendu de belles choses sur l'organisation du Canadien, n'a pas eu la chance de venir encore à Montréal, évidemment, en raison de la COVID et tout ça. Espère que cet été, s'il y a un camp de développement avec le Canadien, qu'il pourra venir visiter et passer du temps à Montréal. C'est pas ce que l'avenir lui réserve. Il n'est pas fermé à l'idée de signer un contrat professionnel. Il dit ça, c'est le but, évidemment, ultime. Sauf que ça peut être cette année, ça peut être l'an prochain. Il dit, pour l'instant, je me concentre au jour le jour. Je verrai si l'an prochain, il se passe quelque chose dans son cas, mais pour l'instant, elle semble très heureux avec Ohio State. Je lui ai demandé de parler un peu de son style de gardien. À 6 pieds 4 pouces, il se dit quand même athlétique. N'aime pas beaucoup parler de lui. Il veut devenir le meilleur gardien possible, améliorer sa technique. C'est un gars qui fait preuve de caractère. À la fin de l'entrevue, je lui parlais de son match de samedi. Là, où il a effectué 51 arrêts pour son équipe. Il dit, la veille, on avait perdu en tir de barrage contre Penn State. Puis il dit, même si j'avais eu 46 arrêts, je n'étais pas content de mon match. Il dit, sur Instagram, et je me suis fait taquiner un petit peu parce qu'on avait perdu. Il dit, j'avais l'intention de rebondir. Il dit, c'est ce que j'ai fait avec le match de 51 arrêts. Puis il dit, c'est un match important si on veut toujours terminer au premier rang. Alors, on peut parler d'un gars de caractère un petit peu. Regarde pas trop les matchs du Canadien, se tient au courant là, des statistiques, des faits saillants de l'équipe, mais n'a pas vraiment la chance de regarder des matchs beaucoup. Je lui demandais si en République tchèque, il avait un contact, quelqu'un qui le connaissait, qui lui avait parlé de l'organisation du Canadien. Il dit pas vraiment. J'ai coupé les liens un peu avec les Tchèques. Ça fait 5 ans que je vis aux États-Unis comme un Américain. Il dit oui, certes, je parle à mes parents et tout ça, mais il dit que la personne qui lui a plus parlé de l'organisation du Canadien, c'est son entraîneur l'an passé à Omaha, David Wilkie. Et pour ceux qui se souviennent, David Wilkie a été un choix de première ronde du Canadien, n'a pas eu une grande carrière. Un autre choix de première ronde du Canadien qui, au début des années 90, là, n'a pas répondu aux attentes qu'on avait placées en lui, même s'il a joué quand même 2 ans avec le Canadien, n'a pas eu la carrière escomptée. Alors, il lui a parlé, David Wilkie, évidemment, du marché montréalais, des Canadiens de Montréal et de la grande histoire de l'organisation. Et si vous voulez également en savoir plus, en plus de cette entrevue, le collègue Nicolas Landry au RDS.ca a publié un article avec Jakub Dobeš au début du mois de janvier. Donc, vous pourrez sûrement en chercher un petit peu, retrouver ça sur le rds.ca. Alors voilà, ça fait le tour un peu de ce qu'on avait à vous proposer cette semaine. Il n'y a pas de match pour nous en ce qui nous concerne en direct à l'horaire. Le Rocket est à l'étranger cette semaine. Il n'y a pas de match junior. Alors, on va en profiter pour prendre un peu de repos. Mais on sera de retour lundi prochain pour faire à nouveau le bilan du retour au jeu de la LHJMQ, du week-end de la semaine, en fait, du Rocket de Laval. On sera là et on parlera un petit peu aussi la semaine prochaine du début du tournoi olympique masculin. Ça va commencer le 9 février, le tournoi masculin des Jeux olympiques. Il y a plusieurs anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, 25 au total, qui vont participer dans l'une ou l'autre des 12 nations du tournoi olympique. Alors, j'aurai l'occasion de faire un petit segment avec ça la semaine prochaine. Donc, je remercie mes invités pour la balado de cette semaine. Jakub Dobeš, ce gardien de l'organisation du Canadien, Gabriel Bourque du Rocket de Laval, Martin Lavallée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à la technique François Perrault, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou. Merci à tous et on se retrouve lundi prochain.